Le millionnaire suivit l'employé et la vit sous un pont avec ses enfants. L'aîné révéla tout. Antoine Dubois avait remarqué depuis 3 semaines quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Ce n'était pas une chose concrète, pas une erreur en cuisine, ni une tache sur les sols, ni une plainte, ni un retard. C'était quelque chose chez Marie, quelque chose qui s'en allait d'elle, comme la lumière s'en va d'une bougie quand quelqu'un laisse la fenêtre ouverte, doucement, sans bruit, sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce que la flamme ne soit presque plus là. Les mains furent la première chose. Antoine la vit servir le petit déjeuner des triplés un lundi matin et s'arrêta à la porte de la cuisine, car les mains de Marie étaient rouges, gercées, avec la peau crevassée aux phalanges, comme si elle les avait plongées dans de l'eau glacée pendant des heures. Elle servit les 3 assiettes de fruits avec la même précision que d'habitude. La banane coupée en rondelles pour Sébastien, la pomme en dés pour Santiago, la mangue dénoyautée pour Émilie. Mais ses mains tremblaient en posant la cuillère, et ses doigts se refermaient avec la raideur de quelque chose qui fait mal. Ensuite, ce furent les yeux, les cernes que Marie avait toujours eues, les cernes normales d'une femme qui travaille. Depuis 6 heures du matin, ils étaient devenus quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, plus sombre, de la couleur d'un bleu qui ne guérit pas. Ses yeux s'étaient enfoncés dans son visage, comme si son crâne absorbait ce qui restait d'elle. Et ses vêtements, les mêmes vêtements sous l'uniforme, toujours les mêmes. Un chemisier gris et un pantalon noir qui, chaque semaine, devenaient plus grands, car Marie se recroquevillait à l'intérieur comme un arbre qui perd ses feuilles en dehors de l'automne. Antoine ne dit rien. Non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. Comment demande-t-on à la femme qui nettoie votre maison si elle va bien? Avec quels mots? Avec quel droit? Il lui payait un salaire, un bon salaire, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Et elle arrivait à l'heure et partait à l'heure, et les triplés étaient baignés et nourris, et la maison était impeccable. Et c'était tout ce qu'Antoine avait besoin de savoir, ou tout ce qu'il voulait savoir, ou tout ce qu'il se permettait de savoir. Ce fut un jeudi à 11 heures du matin que le corps de Marie décida qu'il ne pouvait plus. Elle était dans la cuisine, préparant le biberon d'Émilie. Les triplés avaient 4 ans, et Émilie buvait encore du lait tiède avant la sieste, car elle était la plus jeune des 3 de 11 minutes, et parce que Marie savait que le lait tiède l'aidait à mieux dormir, bien que personne ne lui ait demandé de le savoir, ni de s'en souvenir, ni de préparer le biberon à la température exacte qu'Émilie aimait. Marie était debout devant la cuisinière, remuant le lait d'une main, tandis que de l'autre elle se tenait au bord du plan de travail, car ses jambes tremblaient depuis le matin, et le sol de la cuisine bougeait sous elle, comme si la maison était sur un bateau. Le biberon tomba en premier, puis les genoux, puis le corps entier. Le bruit que fit Marie en tombant sur le sol de la cuisine fut un son sec, sans amortissement. Le son de quelqu'un qui s'écroule sans mettre les mains, parce que le corps n'a plus la force de se protéger de la chute. Le lait se répandit sur le carrelage. Le biberon roula jusqu'au pied de la table, et Marie resta au sol, les yeux fermés, le visage couleur de cendre, et l'uniforme couvrant un corps qui pesait moins que ce que devrait peser une femme de 31 ans. Antoine la trouva 40 secondes plus tard. Il venait de son bureau, le téléphone à la main, et le dossier de l'inventaire du supermarché du 6e arrondissement sous le bras. Et quand il entra dans la cuisine et vit Marie au sol avec le lait répandu autour comme une flaque blanche, il lâcha tout. Il s'agenouilla, lui toucha le front, il était glacé, il lui chercha le pouls au poignet. Il était là, faible, irrégulier, le pouls de quelque chose qui fonctionne mais qui est sur le point de cesser de fonctionner. Il appela le docteur. Bernard lui dit de venir immédiatement, porta Marie jusqu'au canapé du salon, et ce qu'il sentit en la soulevant lui serra quelque chose dans la poitrine qu'il ne sut identifier. Elle ne pesait rien. Elle pesait comme pèsent les enfants de 10 ans, pas comme pèsent les femmes adultes. Le docteur Bernard arriva en 20 minutes, l'examina sur le canapé avec le stéthoscope et le tensiomètre, et ses doigts pressant les côtes qui se dessinaient sous l'uniforme comme les touches d'un piano. Il lui prit un échantillon de sang, examina ses mains gercées, lui ouvrit les paupières avec le pouce et regarda ses pupilles avec une petite lampe de poche. Et quand il eut fini, il se leva, fit signe à Antoine de sortir du salon et lui dit dans le couloir, de la voix basse des médecins qui donnent des nouvelles qu'ils ne devraient pas avoir à donner. Malnutrition sévère et début d'hypothermie. Cette femme ne mange pas, Antoine. Et vu l'état de ses mains et sa température basale, je vous pose sérieusement la question. Cette femme dort-elle dans la rue? Antoine le regarda sans comprendre. C'est impossible, docteur. Je lui paye son salaire complet toutes les quinzaines. Le docteur Bernard ne répondit pas. Il rangea le stéthoscope dans sa mallette, laissa quelques indications sur la table et partit.
Et Antoine resta là, debout dans le couloir de sa villa des Jardins de l'Étoile, regardant vers le salon où Marie dormait sur le canapé avec l'uniforme taché de lait et le vieux manteau qu'elle ne quittait jamais couvrant ses épaules. Le même manteau qu'elle portait en plein mai, qu'elle portait quand il faisait chaud, qu'elle portait toujours comme si elle cachait quelque chose, ou comme si le manteau était plus important que la température. Et pour la première fois en 3 ans d'avoir cette femme travaillant chez lui, Antoine Dubois se posa la question qu'il aurait dû se poser le premier jour. Comment vivait la femme qui s'occupait de ses enfants? Antoine ne dormit pas bien cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. La question du docteur. Bernard s'était installé dans sa tête comme un bourdonnement qui ne s'éteint pas. Cette femme dort-elle dans la rue? Ce n'était pas possible. Il payait Marie 1 200 € par mois. Un bon salaire pour une employée de maison à Paris, suffisant pour un loyer, la nourriture et les transports. Il le savait, parce qu'il signait lui-même la feuille de paie de la maison le 1er et le 15 de chaque mois, le même document où apparaissait le nom complet de Marie, Marie Dupont, et le montant que Isabelle lui remettait en espèces chaque mois, car Marie n'avait pas de compte bancaire. Isabelle lui remettait. Cette phrase lui traversa l'esprit le vendredi soir alors qu'il dînait seul dans la salle à manger, car Isabelle était à un dîner avec ses amis et les triplés dormaient déjà. Antoine resta à regarder son assiette, la fourchette suspendue, et la phrase tournant, Isabelle lui remettait. Il signait la feuille de paye, mais Isabelle lui donnait l'argent. Il n'avait jamais vu la transaction, n'avait jamais été présent, n'avait jamais demandé à Marie si elle recevait ce qui lui était dû. Parce que, pourquoi le lui demanderait-il? C'était sa femme qui s'occupait de la maison. C'était sa femme en qui il avait confiance. Le samedi, Marie arriva à 7 heures du matin. Comme tous les samedis, elle prépara le petit déjeuner, baigna les triplés, laissa la cuisine impeccable, et à midi, quand son tour fut terminé, elle ôta son uniforme dans le vestiaire de service, mit son chemisier gris et son pantalon noir, et le manteau qu'elle ne quittait jamais, et sortit par la porte de derrière de la villa, avec un sac en plastique à la main. Antoine la vit sortir depuis la fenêtre de son bureau au 2e étage. Il attendit 30 secondes, prit les clés de son SUV, et sortit derrière elle. Marie marcha 4 pâtés de maison sur le trottoir du quartier résidentiel des Jardins de l'Étoile jusqu'à l'avenue principale. Antoine la suivait dans son SUV à distance, 3 voitures derrière, se sentant ridicule et coupable à la fois. Ridicule, car c'était un homme de 40 ans, suivant son employé comme un détective de film, et coupable parce que le fait qu'il ait besoin de la suivre pour savoir comment elle vivait, signifiait qu'en 3 ans, il n'avait jamais pris la peine de demander. Marie monta dans le bus à l'arrêt de l'avenue des Ternes. Antoine la suivit avec son SUV. Le bus traversa la ville vers l'est, passa les quartiers chics, traversa le centre, et à chaque kilomètre les rues devenaient plus étroites, les trottoirs plus brisés, les façades plus grises. Marie descendit à un arrêt près du boulevard périphérique et marcha 3 pâtés de maison jusqu'à un autre arrêt où elle monta dans un 2e bus qui allait vers le sud, vers les banlieues qu'Antoine ne connaissait que par les nouvelles du journal, quand il y avait des inondations ou quand on trouvait un corps dans le canal. Le 2e bus la déposa dans une rue non pavée du quartier de la Courneuve. Antoine gara son SUV 2 pâtés de maison en arrière et la suivit à pied, marchant sur un trottoir de terre avec des nids de poules et des flaques d'eau sale et une odeur d'égout qui lui brûla le nez. Marie marcha sans se retourner, le sac en plastique frappant sa jambe et le manteau fermé jusqu'au cou, bien qu'il fût 14 heures et que la chaleur de Paris en mai tapait dans le dos comme un fer à repasser. Elle marcha 10 minutes, 15, 20, jusqu'à ce que la rue se termine par un viaduc de béton qui traversait au-dessus d'un petit canal, un canal qui n'était plus un canal, mais un fossé d'eau noire avec des ordures et de la boue, et l'odeur concentrée de tout ce que la ville jetait et oubliait. Marie ne traversa pas le viaduc, elle s'arrêta au bord, regarda autour d'elle, et descendit le long d'un côté de terre sous le pont. Antoine s'arrêta derrière un pilier de béton à 10 mètres de distance, et ce qu'il vit de là changea sa façon de comprendre chaque matin des 3 dernières années. Sous le pont, sur un rectangle de carton aplati qui formait quelque chose qui voulait être un sol, se trouvaient 3 enfants. L'aîné, une fille d'environ 7 ans, avec les cheveux attachés en une tresse serrée et un chemisier propre un peu trop grand. Elle était assise sur un seau retourné, peignant les cheveux d'un enfant plus jeune, avec un peigne auquel il manquait 3 dents. L'enfant devait avoir 5 ans, être 6, et était assis contre le mur de béton du pont, avec un cahier ouvert sur les jambes et un crayon court, sans pointe, avec lequel il écrivait quelque chose avec la concentration de quelqu'un qui fait le devoir le plus important du monde. Et dans un coin, dans une boîte en carton doublée de feuilles de journal, dormait un bébé couvert d'un manteau. Manteau.
Antoine le reconnut avant de comprendre ce que cela signifiait. C'était le même manteau que Marie portait à la villa tous les jours, le manteau qu'elle ne quittait jamais. Le manteau que tout le monde dans la maison considérait comme une bizarrerie inoffensive de l'employé. Marie et son manteau, même en mai, elle ne l'enlève pas. Le manteau qui, le jour, couvrait les épaules de Marie pendant qu'elle nettoyait les sols et préparait les biberons et baignait les triplés, la nuit, couvrait le corps d'un bébé qui dormait dans une boîte en carton sous un pont. Les enfants virent Marie et coururent vers elle. Les deux aînés, la fille lâcha le peigne, le garçon ferma le cahier, coururent avec la vitesse des enfants qui attendent depuis des heures et qui, en voyant la personne qu'ils attendent, ne peuvent se contenir. Marie s'agenouilla et les serra tous les deux en même temps. Une étreinte serrée, affamée, l'étreinte de quelqu'un qui n'a pas vu les personnes qu'il aime le plus depuis 12 heures et qui, chaque fois qu'il les quitte, ne sait pas s'il va tout retrouver tel quel. La fille se sépara la première. Elle marcha jusqu'à un coin où il y avait un seau avec de l'eau et une tasse en plastique et revint avec la tasse pleine. « Maman, on t'a gardé des restes de pain du petit déjeuner. Ils sont dans le sac bleu. » Marie prit l'eau, caressa la tresse de la fille et ouvrit ensuite le sac en plastique qu'elle rapportait de la villa et en sortit une barquette en polystyrène avec de la nourriture. Antoine la reconnut. C'était le déjeuner que Marie elle-même préparait chaque jour dans la cuisine de la villa. L'assiette qu'elle se servait à midi quand les triplés faisaient la sieste. L'assiette qu'Antoine avait vue sur le plan de travail de la cuisine des centaines de fois sans se demander si Marie la mangeait ou non. Elle ne la mangeait pas. Elle la gardait dans le sac et la portait ici. Marie ouvrit la barquette, prit une cuillère et commença à donner à manger au garçon du cahier en premier, puis à la fille, cuillère par cuillère, leur distribuant la nourriture avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce que chacun mange et ce qu'il faut laisser pour que cela suffise. Et elle ne mangea pas. Elle ne porta pas une seule fois la cuillère à sa bouche. Elle coupa le pain que la fille avait gardé du petit déjeuner, du pain froid et dur qui avait passé la mi-journée dans un sac en plastique sous un pont, et le trempa dans le bouillon du plat pour le ramollir et leur en donna un morceau à chacun. Et quand les deux enfants eurent fini de manger, Marie marcha jusqu'à la boîte en carton, souleva le bébé avec soin pour ne pas le réveiller, le berça contre sa poitrine, et avec la cuillère lui donna les restes du bouillon. De petites cuillères comme celles que l'on donne à un bébé qui commence tout juste à manger des solides, de petites cuillères que le bébé recevait à moitié endormi, les yeux fermés et la bouche s'ouvrant par réflexe. Antoine était debout derrière le pilier, la main sur le béton et la mâchoire si serrée qu'il avait mal aux dents. Ce qu'il voyait n'était pas une scène de pauvreté, c'était un système organisé de survie qui fonctionnait avec la précision de quelque chose qui s'était répété maintes fois. Le pain gardé, l'eau dans le seau, la nourriture distribuée dans l'ordre, le bébé en dernier. Un système que Marie avait construit pour maintenir en vie 3 enfants sous un pont pendant qu'elle travaillait 12 heures par jour à nettoyer une villa où tout ce qui leur manquait était en abondance. Et puis Antoine regarda les détails qui lui firent plus mal que la faim et plus que la boîte en carton et plus que le manteau. Il regarda les vêtements des enfants, propres, pas neufs, pas beaux, mais propres. Le chemisier de la fille avait une pièce cousue à la main au coude. Le pantalon du garçon était rapiécé aux genoux. Les vêtements du bébé étaient minuscules et décolorés, mais ils étaient propres et secs. Quelqu'un lavait ses vêtements, quelqu'un les étendait, les séchait, les pliait. Quelqu'un maintenait la dignité de 3 enfants qui vivaient dans la rue comme s'ils vivaient dans une maison. Il regarda vers le coin, près du mur du pont. Il y avait un sac en tissu avec des livres à l'intérieur. Les dos dépassaient, usés, avec les coins pliés, mais rangés par taille. Il y avait une trousse ouverte avec 3 crayons courts et un taille-crayon. Il y avait une bâche transparente étendue sur les cartons pour les protéger de l'humidité. Il y avait un seau avec un couvercle où il gardait probablement le pain pour que les rats ne le mangent pas. Marie nourrissait ses enfants avec la nourriture qu'elle ne mangeait pas. Elle leur donnait son manteau pour qu'ils dorment. Elle lavait leurs vêtements quelque part qu'Antoine ne pouvait imaginer. Elle gardait leurs livres organisés et leurs crayons prêts et leurs devoirs à jour. Elle vivait sous un pont et maintenait la structure d'un foyer là où il n'y avait pas de foyer. Et elle arrivait chaque matin à 7 heures à la villa des Jardins de l'Étoile, avec l'uniforme repassé et le sourire timide et les mains gercées d'avoir lavé du linge à l'eau froide. Et personne, ni Antoine, ni Isabelle, ni le docteur, ni personne, ne s'était demandé d'où elle venait, ni où elle allait. Antoine s'appuya contre le pilier, ferma les yeux et ressentit quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait à la honte multipliée par 3 ans de ne pas avoir demandé, multipliée par chaque petit déjeuner que Marie avait servi pendant que ses enfants mangeaient du pain froid,
multiplié par chaque nuit où il dormait dans des draps en coton égyptien, pendant qu'un bébé dormait dans une boîte en carton, couvert par le manteau de sa mère. Il ouvrit les yeux, s'essuya le visage avec la main, et quand il allait faire un pas en avant, Léa, la fille à la tresse, le vit. Elle le vit, debout derrière le pilier, avec des vêtements qui n'appartenaient pas à ce quartier, et un visage qui n'appartenait pas à ce monde. Et ses yeux, des yeux sombres, fermes, sérieux, d'une manière qui ne correspondait pas à ses 7 ans, se fixèrent sur lui avec le regard de quelqu'un qui reconnaît une menace avant qu'elle ne se déclare. La fille se leva, se plaça devant ses frères et regarda Antoine sans ciller, attendant, les poings serrés et la tresse serrée, et la posture d'une fille qui a appris que les étrangers qui apparaissent près de chez toi, même si ta maison est sous un pont, n'apportent jamais rien de bon. Marie le vit 3 secondes après que Léa. Elle était assise sur les cartons avec Thomas dans les bras, lui donnant les dernières petites cuillères de bouillon quand elle sentit le changement dans le corps de sa fille. La raideur, la posture, les poings, et elle leva les yeux vers l'endroit où Léa regardait. Et quand elle vit Antoine Dubois, debout derrière le pilier du viaduc, avec sa chemise habillée et ses chaussures en cuir, et son visage d'homme qui vient de voir quelque chose qu'il ne peut pas traiter, la couleur s'échappa de son visage comme l'eau s'échappe d'un drain. Elle se leva des cartons, Thomas toujours dans les bras. Le bébé se réveilla avec le mouvement et commença à faire un son doux, pas un cri, mais une plainte. La plainte d'un enfant d'1 an et demi qui dormait et qui perçoit maintenant que quelque chose a changé dans le corps de sa mère. La tension, le tremblement, le cœur battant si fort que le bébé pouvait le sentir contre son oreille. « Monsieur » dit Marie, et le mot sortit cassé, brisé en deux par la peur totale de quelqu'un qui vient de perdre la seule chose qui lui restait, le secret qui soutenait tout. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je sais que j'aurais dû vous le dire. Je sais que j'aurais dû dire que j'ai des enfants et que je vis, que nous vivons. » Sa voix se brisa. Les larmes commencèrent à couler, mais elle ne les essuya pas car elle tenait Louis dans un bras et l'autre main elle l'attendit comme si elle pouvait arrêter de sa paume ouverte ce qui était sur le point d'arriver. « Si vous savez que je vis ainsi, vous allez penser que je suis une mauvaise mère, que je ne peux pas m'occuper de vos enfants si je ne peux pas m'occuper des miens. Et j'ai besoin de ce travail, monsieur. Ce travail est la seule chose que j'ai. Si vous me l'enlevez, nous n'avons rien. Rien. » Antoine ne répondit pas. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Il avait la mâchoire bloquée et les yeux fixés sur quelque chose qui se trouvait devant Marie, quelque chose qui avait attiré son attention avant même que Marie ne commence à parler et qui occupait maintenant tout l'espace de sa conscience. Léa. La fille était debout entre Antoine et ses frères, les pieds nus sur la terre humide et les bras légèrement ouverts sur les côtés. Non pas comme une fille de 7 ans, mais comme quelqu'un qui a appris que quand il y a danger, la première chose à faire est de se placer entre le danger et ce que l'on veut protéger. Derrière elle, Thomas était assis contre le mur du pont avec le cahier serré contre sa poitrine et les yeux grands ouverts, regardant Antoine avec l'immobilité d'un enfant qui a appris que quand un étranger apparaît, il vaut mieux ne pas bouger. Et plus loin, dans la boîte en carton qui n'avait plus de bébé, restait le manteau froissé sur le journal, comme la preuve de quelque chose qu'Antoine était encore en train de traiter. Léa le regarda. Elle le regarda de face, sans baisser les yeux, sans reculer, avec un regard qui n'était pas celui d'une enfant, mais de quelqu'un qui avait dû grandir avant l'heure, parce que les circonstances ne lui avaient pas laissé d'autre choix. Et quand elle parla, sa voix sortit ferme, d'une manière qui ne correspondait ni à son âge, ni à sa taille, ni à la terre qu'elle avait aux pieds, ni au pont qu'elle avait au-dessus de la tête. « Si vous allez crier sur ma maman, » dit Léa, « criez sur moi. » Antoine cligna des yeux. La phrase le frappa avec une force inattendue, non pas par les mots, mais par la manière dont elle les prononça, sans hésitation, sans tremblement, avec l'assurance absolue de quelqu'un qui a pris une décision et qui ne changera pas quoi qu'il arrive ensuite. « Elle travaille toute la journée pour vous, » continua Léa sans bouger des pieds de l'endroit où elle était plantée. « Elle part à 6 heures du matin quand il fait encore noir et rentre à 7 heures du soir quand il fait déjà noir. Encore une fois, elle nous laisse sa nourriture, elle nous laisse sa couverture. » La fille désigna le manteau dans la boîte sans se retourner, car se retourner signifierait cesser de regarder Antoine. Et Léa n'allait pas cesser de le regarder. Elle ne dort pas. Yolantins la nue. Elle se couche quand nous nous endormons, et se lève avant que nous nous réveillions. Elle se couche sur le carton sans rien sur elle, car tout ce qu'elle a, elle nous le donne. Marie fit un pas en avant avec Louis dans les bras. « Léa, tais-toi, ma fille. Ne parle pas ainsi à monsieur. »« Non, maman, » dit Léa sans se retourner. « Tu me dis toujours de me taire, de ne rien dire, de supporter, mais je ne me tairai pas.
La fille regarda Antoine de nouveau. Les larmes avaient commencé à couler, mais sa voix ne tremblait pas. Comme si les larmes et la voix étaient deux choses séparées qui pouvaient fonctionner en même temps sans que l'une n'affecte l'autre. « Ma maman n'est pas méchante, monsieur. Les méchants sont ceux qui l'ont chassée de l'autre maison. Ma maman payait son loyer tous les mois. Elle ne devait jamais rien. Mais il y a 3 mois, elle n'a plus eu assez d'argent et le propriétaire nous a mis dehors. Il nous a mis dehors avec mes frères, avec le bébé. Et ma maman a cherché une autre chambre, mais elle n'avait pas assez parce que son argent est devenu petit, monsieur. Son argent est devenu petit d'un mois à l'autre et elle ne sait pas pourquoi. » Antoine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un mouvement froid, lourd, comme une pierre qui se déplace au fond d'une rivière. « Que veux-tu dire par son argent est devenu petit ?» Léa le regarda, les yeux humides mais fermes. « Ma maman gagnait 1200 €. Je le sais parce qu'elle m'a appris à compter l'argent. Elle dit que les femmes doivent toujours savoir combien elles gagnent pour que personne ne les trompe. Il y a 3 mois, elle a commencé à gagner 600 €, la moitié, du jour au lendemain. » Le froid dans la poitrine d'Antoine se transforma en quelque chose de plus lourd, quelque chose qui n'était pas froid, mais l'ombre d'un soupçon qu'il ne voulait pas encore regarder en face. « Ta maman t'a dit pourquoi on lui a baissé son salaire. »« Ma maman ne parle pas de ça, » dit Léa. « Ma maman ne parle de rien qui la fasse pleurer devant nous. Mais je l'ai entendu parler au téléphone avec ma tante un soir. Elle a dit que la dame de la maison lui avait dit qu'à partir de maintenant, elle la paierait moins, et que quand ma maman a demandé pourquoi, la dame a dit que, si elle se plaignait, elle la renverrait et dirait à monsieur qu'elle était une voleuse. » Antoine ferma les yeux. Il les ferma avec la force de quelqu'un qui a besoin d'un moment d'obscurité pour traiter quelque chose de trop lumineux et de trop terrible à la fois. Isabelle, la dame de la maison, c'était Isabelle, sa femme. La femme avec qui il dormait chaque nuit et déjeunait chaque matin et avec qui il était marié depuis 8 ans, avait réduit de moitié le salaire de Marie sans le lui dire, avait empoché la différence. Et quand Marie avait essayé de parler, elle l'avait menacé de licenciement et de l'accuser de vol. Et le résultat de cette décision était devant lui. 3 enfants vivant sous un pont, une femme s'évanouissant de faim dans sa cuisine et un bébé dormant dans une boîte en carton couvert par le manteau que sa mère ne quittait pas le jour car si elle l'enlevait, son fils n'aurait rien pour se couvrir la nuit. Il ouvrit les yeux, regarda Léa, regarda Thomas, qui était toujours assis contre le mur avec le cahier serré contre sa poitrine, et parla à l'enfant d'une voix douce, celle de quelqu'un qui essaye de ne pas effrayer quelqu'un qui est déjà effrayé. « Puis-je voir ton cahier ?» Thomas regarda Léa. Léa le regarda, et d'un mouvement de tête presque imperceptible, un permis silencieux entre frères et sœurs qui ont leur propre langage, le langage des enfants qui ont appris à communiquer sans mots, car les mots attirent parfois des problèmes. Thomas se leva du mur, fit 3 pas jusqu'où se trouvait Antoine, et lui tendit le cahier à 2 mains. Antoine l'ouvrit. Sur la première page d'une écriture de femme, d'une écriture de mère, était écrit au feutre bleu « Étudie, mon amour. Un jour nous aurons une vraie maison. » Et en dessous, d'une écriture d'enfant, d'une écriture tremblante et maladroite d'un enfant de 5 ans qui ne maîtrise pas encore les courbes des lettres, était écrit au crayon sans pointe. « Je veux être docteur pour soigner ma maman. » Antoine ferma le cahier, le ferma doucement à 2 mains et le rendit à Thomas. Et quand l'enfant le saisit et le serra de nouveau contre sa poitrine, Antoine se tourna vers le canal pour que personne ne voie son visage. Mais Léa le vit et Marie le vit. Et ce qu'ils virent fut un homme de 40 ans pleurant en silence devant un canal d'eau noire, les épaules secouées et les mains serrées sur les côtés et la mâchoire tremblante de quelque chose qui n'était pas du froid, mais l'accumulation de tout ce qu'il avait vu au cours de la dernière heure. Les cartons, la boîte, le manteau, la nourriture distribuée, les livres organisés, le crayon sans pointe, les 9 mots du cahier d'un enfant de 5 ans qui voulait être docteur pour soigner la femme qui se tuait pour le maintenir en vie. Antoine s'essuya le visage avec la manche de sa chemise, se retourna, marcha jusqu'où se trouvait Marie et, sans rien dire, ôta son manteau. Pas le manteau de Marie, mais le sien de marque en laine, qui coûtait ce que Marie ne gagnait pas en un mois, et le posa sur ses épaules avec la délicatesse de quelqu'un qui fait le premier geste juste après 3 ans de gestes absents. Marie le regarda, les yeux rouges, et Louis dans les bras, et le manteau d'Antoine sur les épaules, et la peur encore sur son visage. Mais mélangé maintenant à quelque chose qui ressemblait à de la confusion de quelqu'un qui attendait un coup et reçut autre chose. Antoine s'accroupit devant la boîte en carton, la regarda. Il regarda le journal froissé qui servait de matelas. Il regarda la marque que le corps de Louis avait laissée sur le carton à force de dormir. Puis il se leva, marcha jusqu'à Marie, tendit les bras
Et Marie, après un moment d'hésitation, le moment d'hésitation d'une femme qui n'a fait confiance à personne depuis 3 ans, car la dernière fois qu'elle a fait confiance à quelqu'un, son salaire a été réduit de moitié, lui tendit Louis. Antoine porta le bébé, le serra contre sa poitrine avec la maladresse d'un homme qui a des triplés de 4 ans, mais qui n'a jamais porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Et Louis se blottit contre lui avec la facilité des bébés, qui ne distinguent pas entre riches et pauvres, et qui ne distinguent qu'entre des bras qui tiennent et des bras qui ne tiennent pas. Il regarda Léa. La fille était toujours debout au même endroit, les poings sur les côtés et la tresse serrée et les yeux humides, mais secs en même temps, avec la posture de quelqu'un qui ne sait pas encore si ce qui se passe est bon ou mauvais et qui ne baissera pas sa garde avant d'en être sûr. « Personne ne criera sur ta maman », dit Antoine en la regardant dans les yeux. Plus jamais personne. Léa ne répondit pas, ne bougea pas. Elle le regarda une seconde de plus avec ses yeux qui avaient trop vu pour 7 ans et quelque chose se détendit sur son visage. Pas un sourire, pas encore, mais le premier signe que la tension qui lui avait durci la mâchoire commençait à céder. « Venez, dit Antoine. Prenez vos affaires, vous venez avec moi. » Léa regarda sa mère. Marie regarda Antoine, et sur le visage de Marie passa quelque chose qui n'était pas encore de la gratitude, mais quelque chose d'antérieur à la gratitude, quelque chose qui ressemblait au soulagement de quelqu'un qui retient sa respiration depuis des mois et qui, enfin, expire. Léa fut la première à bouger. Elle marcha jusqu'au mur du pont, attrapa le sac en tissu avec les livres, la trousse, le sac avec les vêtements propres. Elle plia la bâche qui protégeait les cartons. Elle rangea le peigne à 3 dents dans la poche de son pantalon et ramassa du sol un sac en plastique du supermarché qu'Antoine n'avait pas vu auparavant. Un sac froissé, noué d'un nœud que Léa portait à 2 mains et qu'elle serrait contre son corps avec le soin de quelqu'un qui porte quelque chose de plus précieux que tout le reste. Antoine ne sut pas ce qu'il y avait dans ce sac. Il ne demanda pas. Il marcha vers le SUV, Louis dans un bras et le sac de livres dans l'autre, et derrière lui marchèrent Marie avec Thomas par la main et Léa à la fin fermant la marche, regardant en arrière une dernière fois pour s'assurer qu'il ne laissait rien, parce que les enfants qui ont vécu avec rien apprennent que rien ne se laisse derrière. Le chemin du retour dura 40 minutes. 40 minutes durant lesquelles Antoine conduisit le SUV par les mêmes rues que Marie parcourait 2 fois par jour en bus, les rues non pavées du quartier de la Courneuve, puis le boulevard périphérique, puis le centre, puis les avenues arborées de l'Ouest, et à chaque kilomètre que le SUV avançait vers les jardins de l'Étoile, le contraste devenait plus obscène. Les trottoirs se réparaient, les façades se peignaient, les arbres se multipliaient, et le monde se transformait en le monde où Antoine vivait, et qui était à 40 minutes et à un univers entier de distance de l'endroit où Marie dormait avec ses enfants sur des cartons. Marie était sur le siège passager avant, Louis endormi dans ses bras et le regard fixé sur la route, sans parler, avec la posture de quelqu'un qui ne sait pas encore si ce qui se passe est réel, ou si elle va se réveiller sous le pont avec le journal collé à la joue et le bruit du canal sale comme réveil, derrière. Thomas était assis, le cahier sur les jambes et le visage collé à la fenêtre, regardant les maisons qui passaient avec des yeux grands comme des assiettes. Parce qu'un enfant de 5 ans qui dort sous un pont ne sait pas qu'il existe des maisons avec jardin et garage et murs peints en blanc. Et le découvrir d'un coup alors que le SUV avance à 60 km/h, c'est comme découvrir que le monde est plus grand et plus injuste que ce qu'on imaginait. Et Léa était assise derrière Antoine en silence avec le sac du supermarché sur les genoux et les mains sur le sac et le regard droit devant, sans voir les maisons, sans voir les jardins, sans rien voir de ce que Thomas voyait avec étonnement. Parce que Léa avait 7 ans, mais le regard de quelqu'un qui a cessé de s'étonner du monde le jour où un homme a frappé à la porte de la chambre où ils vivaient et leur a dit qu'ils avaient 24 heures pour partir. « Depuis combien de temps vivez-vous là ?» demanda Antoine, sans quitter la route des yeux. Marie ne répondit pas. Elle serra Louis contre sa poitrine et regarda par la fenêtre. Et le silence qu'elle laissa était le silence d'une femme qui ne sait pas comment dire ce qu'elle doit dire, parce que le dire à voix haute le rend plus réel. « 3 mois, dit Léa depuis le siège arrière. 87 jours, je les compte. » Antoine ajusta le rétroviseur pour voir la fille. « Tu les comptes ? Chaque soir avant de dormir, je fais une marque sur le mur du pont avec une pierre, dit Léa avec le naturel de quelqu'un qui explique quelque chose qu'elle fait tous les jours, comme se brosser les dents ou se coiffer. Sauf que ce qu'elle faisait tous les jours, c'était compter les jours qu'elle avait passés à vivre dans la rue. Ma maman ne sait pas, je le fais quand elle dort. Léa, dit Marie à voix basse sans se retourner. 87 marques, maman.
87 jours à dormir sur des cartons. Le silence qui suivit occupa tout le SUV. Antoine serra le volant. Léa continua de parler, non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce qu'elle s'était tue pendant 87 jours et que la digue s'était rompue et que l'eau sortait avec la force de tout ce qu'elle contenait. « Avant, nous vivions dans une chambre dans le quartier d'Aubervilliers », dit Léa. Elle était petite, mais elle avait une porte avec une clé et une cuisinière et une salle de bain que nous partagions avec les voisins. Ma maman payait 320 € par mois. Cela nous suffisait. Il n'y avait pas de surplus, mais cela nous suffisait. Maman achetait un poulet le dimanche et cela nous durait jusqu'au mercredi. Du jeudi au samedi, nous mangions des haricots avec du pain et le dimanche, de nouveau du poulet. Antoine l'écouta. Il écouta la comptabilité d'une fille de 7 ans qui savait exactement combien coûtait la chambre, combien coûtait le poulet, combien de jours durait la nourriture. Parce que dans les familles où l'argent ne suffit pas, les enfants apprennent à compter avant d'apprendre à lire. Il y a 3 mois, ma maman est arrivée un vendredi avec moins d'argent, continua Léa. Elle ne nous a pas dit pourquoi, mais cette semaine-là, il n'y a pas eu de poulet le dimanche, ni le suivant. Et ensuite le propriétaire est venu 3 fois pour réclamer, et ma maman lui a demandé du temps et il a dit non. Et un soir, il est venu avec un serrurier et a mis nos affaires sur le trottoir. La nuit, demanda Antoine, la voix contenue. Il était environ 22 heures. Thomas dormait déjà. Ma maman l'a porté d'une main et de l'autre a pris le sac de vêtements. J'ai pris les livres et le cahier de Thomas, et le sac de papier. Louis était sur le dos de ma maman avec l'écharpe. Léa fit une pause. Nous avons beaucoup marché cette nuit-là. Ma maman cherchait un endroit où il ne pleuvrait pas. Elle a trouvé le pont. Il y avait des cartons en dessous. Il n'y avait personne. Ma maman a mis Louis sur le carton. Elle nous a couverts avec le manteau et la couverture que nous avions pu prendre, et s'est assise à côté de nous sans se coucher. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Moi non plus. J'ai fait semblant de dormir, mais je l'ai vue assise, regardant le canal toute la nuit avec Louis dans les bras. Antoine grilla un feu rouge. Il ne le vit pas. Il ne vit rien, sauf l'image que Léa mettait dans sa tête. Une femme assise sur des cartons sous un pont la nuit, avec un bébé dans les bras, regardant un canal d'eau noire, sans dormir, sans pleurer, sans se plaindre, simplement assise dans l'obscurité, décidant que le lendemain, elle se lèverait et irait travailler dans une villa où tout ce qui lui manquait était en abondance. Les premières nuits, il a plu, dit Léa. L'eau entrait par un côté du pont. Ma maman nous déplaçait tous de l'autre côté et mettait le plastique sur les cartons, mais l'eau s'infiltrait par en dessous. Louis a eu de la toux la 2e semaine. Ma maman l'a emmené à la pharmacie du coin et ils lui ont acheté un sirop avec le peu qu'il lui restait. Je lui mettais des linges humides sur le front comme ma maman m'a appris. Thomas se détacha de la fenêtre et regarda sa sœur. « Léa, ne raconte pas l'histoire des rats. »« Oui, je vais la raconter, » dit Léa. Une nuit, des rats sont venus, 2 grands. Ils se sont glissés sous les cartons en cherchant le pain. Ma maman les a effrayés avec un bâton. Mais Thomas n'a pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante, ni l'autre. Maintenant, il dort avec ses chaussures parce qu'il dit que les rats ne mordent pas les chaussures. Antoine regarda Thomas dans le rétroviseur. L'enfant avait la tête basse et les mains serrant le cahier avec force et les pieds avec des chaussures. Les chaussures portées à l'intérieur du SUV. Les chaussures qu'il ne quittait même pas maintenant, serrées contre le sol. Ils arrivèrent au jardin de l'Étoile à 15h30. Antoine gara le SUV dans le garage. Il en descendit, ouvrit la porte passager pour Marie, et quand ils marchèrent vers l'entrée de la maison, Marie tourna automatiquement vers la porte de service, la porte latérale, la porte par laquelle elle entrait et sortait tous les jours depuis 3 ans, la porte qui n'était pas la porte principale, car la porte principale n'était pas pour elle. « Par ici », dit Antoine, debout devant la porte principale, la main sur la poignée. « Aujourd'hui, vous entrez par ici. » Marie le regarda la porte, et entra avec Louis dans les bras et les yeux remplis de quelque chose qui n'était pas encore de la gratitude, mais de la confusion. La confusion d'une femme qui utilise la porte de service depuis 3 ans et qui ne sait pas comment marcher par la porte principale d'une maison qu'elle connaît par cœur, mais qu'elle n'a jamais vue sous cet angle. Ce qui suivit au cours des 3 heures suivantes fut quelque chose qu'Antoine observa depuis les marges avec l'estomac serré et les yeux ouverts, car chaque détail lui révélait quelque chose qu'il aurait dû savoir et qu'il ne savait pas. Marie bagna les 3 enfants dans la salle de bain de la chambre d'amis, un par un, avec l'eau chaude que les enfants touchèrent comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Thomas mit les mains sous le jet et regarda sa maman avec une expression qu'Antoine n'oublierait jamais. L'expression d'un enfant de 5 ans, découvrant que l'eau peut être chaude.
Léa se lava les cheveux seule, debout sous la douche, les yeux fermés et la tête en arrière, et les mains frottant le shampoing avec l'efficacité d'une adulte. Parce que Léa était restée des mois sans shampoing, sans eau chaude et sans douche, mais elle n'avait pas oublié comment faire, de la même manière qu'elle n'avait rien oublié de ce que sa mère lui avait appris. Et Louis pleura quand l'eau lui toucha le dos, non pas de douleur, mais de surprise. La surprise d'un bébé qui ne connaissait que l'eau froide du seau et qui ne savait pas qu'il existait une autre température. Marie leur mit des vêtements propres, les vêtements qu'elle avait dans le sac, les mêmes vêtements rapiécés et reprisés, mais propres, toujours propres. Antoine envoya Conchita, l'autre employée qui venait le samedi, acheter de nouveaux vêtements pour les 3 enfants. Conchita revint avec des sacs, et Léa regarda les nouveaux vêtements sans les toucher, les mains sur les côtés, avec l'expression de quelqu'un qui ne sait pas si elle peut prendre ce qu'on lui offre parce qu'on ne lui a jamais rien offert. « C'est pour toi », dit Antoine. Léa regarda sa mère. Marie acquiesça, les yeux rouges, et Léa prit le chemisier à 2 mains et le regarda comme on regarde les choses qui importent, avec attention, avec soin, avec le sérieux d'une fille qui sait ce que coûte chaque chose, car elle a vu sa mère compter des pièces dans l'obscurité sous un pont. Les triplés d'Antoine descendirent les escaliers à 16 heures quand ils se réveillèrent de la sieste. Sébastien fut le premier à les voir. Il s'arrêta sur la dernière marche. Il regarda les 3 enfants assis à la table de la cuisine, mangeant de la soupe chaude, et cria vers le haut. « Santiago, Émilie, descendez ! Ce sont les enfants de Marie. Elle nous a toujours parlé d'eux. » Et les 3 descendirent en courant et s'assirent à table avec les enfants de Marie et mangèrent ensemble, 6 enfants autour d'une table, avec des assiettes de soupe. Et Antoine s'appuya contre le mur de la cuisine, regardant la scène avec la mâchoire serrée, parce que ces triplés savaient que Marie avait des enfants, et lui non. Ces triplés de 4 ans en savaient plus sur la vie de la femme qui s'occupait d'eux que lui, qui signait la feuille de paye chaque mois. À 20 heures, les enfants de Marie s'endormirent dans la chambre d'amis. Thomas s'endormit en 3 minutes, plongé dans l'oreiller, avec une profondeur que seuls atteignent les enfants qui dorment sur des cartons depuis des mois et qui découvrent soudain que les lits existent. Louis s'endormit dans les bras de Marie, dans un lit, sans boîte, sans journal, sans le froid du béton sous le carton. Mais Marie lui mit le manteau dessus, le vieux manteau, usé, qui sentait la villa le jour et le pont la nuit. Elle le posa sur Louis, bien que la chambre fût tiède et que les couvertures fussent suffisantes, car le manteau n'était plus seulement un manteau, c'était la promesse que sa mère était proche, l'odeur de ce qui restait d'un foyer quand il n'y a plus de foyer. Léa fut la dernière à se coucher. Elle se glissa dans le lit avec le sac du supermarché à côté de l'oreiller. Marie lui dit de le laisser sur la table. Léa dit non. Marie n'insista pas. Elle connaissait sa fille. Elle connaissait cette obstination qui n'était pas de l'obstination, mais un instinct de protection. La même obstination qui la fit se tenir devant Antoine, les poings serrés, pour défendre une mère qui ne pouvait pas se défendre seule. À 22 heures, la maison silencieuse et les 6 enfants endormis, Antoine s'assit au bureau du 2e étage, ouvrit l'ordinateur, accéda au système comptable de la maison, le système où il enregistrait toutes les dépenses domestiques, les salaires, les paiements aux fournisseurs. Il chercha le salaire de Marie et ce qu'il trouva confirma tout ce que Léa lui avait dit sous le pont. Le bulletin de salaire indiquait 1 200 € par mois. C'était ce qu'Antoine autorisait, c'était ce qui sortait de son compte. Mais quand il ouvrit le fichier des dépenses qu'Isabelle administrait, le fichier des dépenses variables du foyer, qui incluait les achats au supermarché, le jardinier, le pressing et les paiements en espèces au personnel, il trouva quelque chose qui ne devrait pas être là. Un retrait mensuel de 600 € sous la catégorie complément personnel Isabelle au cours des 3 derniers mois. Isabelle Dubois, 600 € par mois qu'Isabelle se payait avec l'argent qu'elle prenait à Marie. Antoine fit les calculs. 3 mois, 3 fois 600 €, 1 800 €. Isabelle avait volé 1 800 € à une femme qui gagnait 1 200 €, qui avait 3 enfants, qui n'avait pas de mari, qui n'avait pas de famille à Paris, qui n'avait rien d'autre qu'un travail, et la dignité de maintenir ses enfants propres, nourris et scolarisés avec la moitié de l'argent qui lui était dû. Et quand l'argent ne fut plus suffisant pour la chambre, et que Marie fut expulsée avec ses 3 enfants à la rue, Isabelle continua de s'asseoir à la table de la salle à manger pour dîner avec Antoine, comme si de rien n'était. Elle continua de dépenser dans les restaurants et les sacs et les salons. Elle continua de vivre dans une villa des jardins de l'Étoile, tandis que la femme à qui elle volait dormait sous un pont avec un bébé couvert par un manteau. Antoine ferma l'ordinateur, éteignit la lampe
et resta assis dans l'obscurité du bureau, les mains entrelacées et la mâchoire serrée, et la certitude que la femme qui dormait à 10 mètres de lui dans la chambre principale n'était pas la femme avec laquelle il croyait être marié. À 2 heures du matin, il se leva pour un verre d'eau. Il descendit à la cuisine en silence, sans allumer de lumière, guidé par l'habitude de 3 ans dans la même maison. Et quand il arriva à la cuisine, il trouva quelqu'un assise sur le tabouret du bar, Léa, les jambes pendantes, car elle ne touchait pas le sol, le sac du supermarché sur les genoux, les yeux ouverts dans l'obscurité, regardant vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin éclairé par les lumières extérieures, avec l'expression d'une fille qui ne peut pas dormir parce qu'elle a passé 3 mois sans toit, et qui a soudain un toit et des murs, et un lit et des couvertures, et son cerveau ne sait pas comment traiter la différence. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Antoine en s'asseyant sur le tabouret d'à côté. Léa secoua la tête. « Tu as peur ?»« Non, dit Léa. C'est que le lit est trop mou, et je me sens bizarre. Sous le pont, je m'endormais vite parce que j'étais fatigué. Ici, je ne suis pas fatigué, et le lit est si mou que je ne sais pas comment me caler. » Antoine la regarda. Il regarda le sac du supermarché sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu as là, Léa ?» Léa serra le sac. Elle le regarda, les yeux plissés, l'évaluant, le mesurant avec le regard de quelqu'un qui a appris à ne pas faire confiance et qui a besoin d'un moment pour décider si cette fois est différente. Et après un silence qui dura le temps d'une décision importante, 3 secondes, 4, 5, elle parla. « Ma maman me dit toujours une chose, dit Léa. Elle me dit, la vérité a toujours besoin de preuves, Léa. Si tu n'as pas de preuves, ta vérité ne vaut rien. » La fille regarda le sac. « Ma maman garde tous les reçus qu'on lui donne quand elle est payée. Tous. Depuis qu'elle a commencé à travailler ici. Elle les garde dans un sac en plastique, et je les garde dans mon sac parce que ma maman dit que les papiers importants, il faut que quelqu'un de confiance les garde. » Antoine sentit que l'air de la cuisine devenait plus lourd. « Ici, il y a tous les reçus des 3 derniers mois, » dit Léa en ouvrant un peu le sac pour qu'Antoine puisse voir à l'intérieur. Des papiers pliés, des reçus de salaire écrits à la main avec l'écriture d'Isabelle, chacun avec la date et le montant et la signature de Marie, chacun dit 600 €. Mais ma maman m'a appris qu'avant, elle était payée 1200 €. La dame de la maison a commencé à lui donner la moitié, et quand ma maman a demandé, la dame lui a dit que si elle parlait, elle la virerait et dirait à monsieur qu'elle volait. Ma maman ne vole pas, monsieur. Ma maman n'a jamais rien volé. Ma maman ne mange même pas la nourriture de cette maison. Elle nous l'apporte. » Antoine tendit la main. « Tu me laisses les voir ?» Léa le regarda. Elle serra le sac un moment de plus et ensuite, avec la lenteur de quelqu'un qui donne quelque chose qu'elle a protégé pendant 87 nuits sous un pont, elle desserra les mains et lui passa le sac. Antoine l'ouvrit, sortit les reçus, les étala sur le plan de travail de la cuisine, l'un à côté de l'autre. 6 reçus de 6 mois, chacun avec la même écriture d'Isabelle, chacun avec le même montant, 600 €. Chacun avec la signature tremblante de Marie et la date et la note paiement mensuel service domestique. 6 papiers qui racontaient l'histoire complète de ce qui s'était passé. Une femme riche avait volé à une femme pauvre la moitié de son salaire pendant 3 mois, et la femme pauvre n'avait rien dit parce que la femme riche l'avait menacée. Et le résultat était 3 enfants dormant sur des cartons sous un pont, pendant qu'un bébé utilisait un manteau d'adulte comme couverture. « Léa !» dit Antoine d'une voix basse en regardant les reçus sur le plan de travail. « Demain, j'aurai besoin que tu me prêtes ces papiers un instant. Vous me les rendrez ? Je te les rendrai. Vous me le promettez ?» Antoine la regarda. Il regarda les yeux d'une fille de 7 ans qui avait gardé 6 reçus pendant 3 mois sous un pont parce que sa mère lui avait appris que la vérité avait besoin de preuves, qui avait dormi avec le sac en plastique sous la tête comme oreiller pour que personne ne le lui enlève, qui avait porté ce sac des cartons au SUV et du SUV au lit, et qui était maintenant assise dans une cuisine qui coûtait plus que tout ce que sa famille avait gagné dans sa vie, offrant les preuves qui pouvaient tout changer en échange d'une seule chose, qu'on les lui rende. « Je te le promets, » dit Antoine. Léa acquiesça, descendit du tabouret, marcha vers la porte de la cuisine, et avant de sortir, elle se retourna et dit quelque chose qu'Antoine entendit comme une sentence. « Ma maman n'a pas besoin que vous la sauviez, monsieur. Ma maman nous a sauvés seuls. Ce dont ma maman a besoin, c'est que quelqu'un voie la vérité, et la vérité est dans ses papiers. » Elle marcha dans le couloir en silence, les pieds nus sur le carrelage froid, et le dos droit d'une fille qui vient de remettre la chose la plus précieuse qu'elle avait, et disparut dans l'obscurité de la chambre d'amis,
où sa mère et ses frères dormaient pour la première fois en 87 nuits sous un toit qui n'était pas en béton. Isabelle descendit les escaliers le dimanche à 9 heures du matin, avec sa robe de chambre en soie et les cheveux relevés en un chignon lâche, et le visage sans maquillage de quelqu'un qui s'attend à trouver la cuisine vide, le café prêt et le journal sur le bar. Ce qu'elle trouva fut autre chose. Les 6 enfants étaient assis autour de la table de la cuisine, les triplés d'un côté, Sébastien, Santiago et Émilie, et les enfants de Marie de l'autre, Léa, Thomas et Louis, dans la chaise haute qu'Antoine avait sortie du placard, car c'était la chaise haute qu'Émilie n'utilisait plus et dont Louis avait besoin. Marie était debout près de la cuisinière, servant des œufs brouillés dans 6 assiettes, avec la même précision que d'habitude, le même soin que d'habitude. Sauf que cette fois, elle ne servait pas 3 assiettes, mais 6. Et les 3 assiettes supplémentaires étaient pour ses propres enfants, qui pour la première fois en 87 jours prenaient un petit déjeuner chaud à une table avec une nappe. Isabelle s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Son regard parcourut la scène avec la vitesse de quelqu'un qui traite quelque chose qui n'était pas dans ses plans. Les enfants inconnus, les nouveaux vêtements, la chaise haute, les assiettes supplémentaires, Marie servant à manger avec une expression qu'Isabelle ne lui avait jamais vue. Non pas l'expression timide et baissée de toujours, mais quelque chose qui ressemblait à la tranquillité minimale et fragile d'une mère qui peut voir ses enfants manger chaud. « Qu'est-ce que c'est » dit Isabelle d'une voix qui n'était pas encore un cri, mais qui avait déjà le tranchant de quelque chose qui était sur le point de l'être. « Bonjour Isabelle » dit Antoine depuis le bar où il buvait son café, le journal fermé et le regard fixé sur sa femme. « Ce sont les enfants de Marie. Ils vont rester ici. » Le silence dura 2 secondes. Puis Isabelle traversa la cuisine en 3 pas et se posta devant Antoine, les yeux allumés et la voix montant en volume à chaque mot. « Qu'est-ce que ces enfants font dans ma maison? Qui les a amenés? Qui a autorisé cela ?» Sébastien leva la tête de son assiette. « Papa les a amenés. Maman, ce sont les enfants de Marie. Elle nous a toujours parlé d'eux. Léa est l'aîné, Thomas est celui du cahier, et Louis est le bébé, n'est-ce pas, Marie ?» Marie ne répondit pas. Elle resta debout près de la cuisinière, la poêle à la main et les yeux fixés sur le sol, car la présence d'Isabelle dans la cuisine activait en elle le même réflexe qui s'activait depuis 3 mois chaque fois qu'elle était près d'elle. Le réflexe de se faire petite, de ne pas prendre de place, de disparaître. « Antoine » dit Isabelle en baissant la voix à un ton pire que le cri, car c'était le ton qu'elle utilisait quand elle calculait, quand elle mesurait, quand elle choisissait les mots comme des outils. « Je veux te parler dans le salon maintenant. » Antoine posa son café sur le bar, se leva, marcha vers le salon. Isabelle ferma la porte derrière eux, et avant qu'Antoine ne puisse s'asseoir, elle parlait avec la vitesse de quelqu'un qui a besoin de contrôler le récit avant qu'il ne lui échappe. « Je ne sais pas ce que cette femme t'a raconté, ni quelle histoire elle t'a inventée, mais ces enfants ne peuvent pas rester ici. C'est notre maison, Antoine, notre maison de notre famille. Ce n'est pas un refuge, ce n'est pas un abri pour les enfants de l'employé. Si Marie a des problèmes personnels, qu'elle les résolve. Nous la payons pour qu'elle travaille, pas pour qu'elle amène sa famille vivre avec nous. »« Combien la payons-nous, Isabelle ?» demanda Antoine. La question sortit avec le calme de quelqu'un qui connaît déjà la réponse, et qui la pose non pour s'informer, mais pour observer la réaction de celui qui doit y répondre. Et la réaction fut exactement celle qu'Antoine attendait. Un clignement minimal, presque imperceptible, qui dura un 10e de seconde, mais qui contenait tout. La surprise, le calcul, le réajustement de quelqu'un qui vient de comprendre que la conversation ne va pas dans la direction qu'elle pensait. « 1200 € par mois, dit Isabelle, sans cligner de nouveau, ce que nous lui avons toujours payé. Et c'est ce que tu lui remets, évidemment, chaque mois, les 1200 € complets. Où veux-tu en venir, Antoine ?» Antoine la regarda. Il la regarda, avec le regard d'un homme qui avait passé la nuit à vérifier des chiffres sur un ordinateur et qui avait trouvé une colonne qui disait complément personnel Isabelle, et qui avait maintenant besoin d'entendre le mensonge complet de la bouche de sa femme avant de le détruire, avec la vérité. « Nulle part, dit Antoine. Je veux juste que tu me confirmes que tu lui payes les 1200 € complets. »« Oui, Antoine, les 1200 € complets. Satisfait ?» Antoine acquiesça. Il ne dit rien de plus sur le sujet. Et ce silence calculé d'un homme qui a des preuves, mais qui choisit de ne pas les montrer encore, fut ce qui changea le ton d'Isabelle, car Isabelle reconnaissait les silences et savait que les silences d'Antoine étaient plus dangereux que ses paroles. « Je veux que ces enfants partent aujourd'hui, » dit Isabelle, changeant de stratégie, revenant à l'attaque directe. « Et je veux que Marie comprenne que son travail est de nettoyer cette maison
Pas d'installer sa famille ici. Marie et ses enfants restent, dit Antoine. S'ils restent, je pars. C'est ta décision. Isabelle le regarda. La menace du divorce était sa carte la plus forte. Elle l'avait toujours été dans chaque discussion, chaque désaccord. La possibilité de partir était l'arme qu'Isabelle sortait quand elle avait besoin de gagner, car elle savait qu'Antoine craignait la rupture, le scandale, le désordre d'une séparation. Mais cette fois, le visage d'Antoine ne changea pas, ne se tendit pas, n'hésita pas, ne baissa pas le regard, et cela la déstabilisa. « Je vais partir, Antoine, et j'emmène les triplés. Tu n'emmèneras personne. Ce sont mes enfants, ce sont nos enfants, et aucun juge ne te donnera la garde quand il verra ce que tu as fait. » La phrase tomba dans le salon, comme une pièce sur une table de cristal. Isabelle resta immobile, son visage changea. Il passa de la stratégie à la peur en un instant, la peur rapide et aiguë de quelqu'un qui entend quelque chose qu'il n'attendait pas et qui a besoin de 3 secondes pour calculer combien l'autre sait et combien il devine. « Je ne sais pas de quoi tu parles », dit Isabelle, et pour la première fois, sa voix ne fut ni calculée, ni froide, mais défensive. La voix de quelqu'un qui construit un mur avec des briques qu'elle n'a pas encore. « Je crois que si. Tout ça, dit Antoine. » Isabelle serra la mâchoire, changea de posture, croisa les bras et lança ce qui lui restait. « Si tu insistes là-dessus, je vais appeler mon avocat et lui dire que l'employé nous a volés. J'ai de quoi le prouver. Je peux dire qu'il manquait des choses dans la maison, que de la nourriture disparaissait, que j'ai trouvé moins d'argent. Qui vont-ils croire, Antoine? Ta femme ou la bonne ?» Le mot « bonne » sortit de la bouche d'Isabelle avec le même mépris avec lequel, 3 mois plus tôt, elle avait dit à Marie que si elle se plaignait, elle l'accuserait de voleuse. Le même mépris qui lui avait permis de réduire son salaire de moitié sans perdre le sommeil. Le même mépris qui lui avait permis de dîner au homard dans un restaurant chic de Saint-Germain-des-Prés, tandis que la femme à qui elle volait dormait sous un pont avec un bébé dans une boîte en carton. « Ils croiront les preuves », dit Antoine d'une voix ferme. « Et les preuves existent, Isabelle. » Quelque chose se brisa sur le visage d'Isabelle. Ce ne fut pas une cassure visible, ce fut quelque chose sous la surface, comme une fissure dans un mur qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui affaiblit toute la structure. Elle resta debout devant Antoine, les bras croisés et la mâchoire serrée, et les yeux se déplaçant rapidement de gauche à droite, calculant, recalculant, cherchant une sortie qu'elle ne trouvait pas. « Tu commets une erreur ?» dit Isabelle d'une voix qui voulait paraître menaçante, mais qui sonnait plus mince, plus fragile. La voix de quelqu'un qui sait qu'elle est en train de perdre et qui essaye de gagner du temps. Une erreur qui te coûtera cher. Elle se retourna, sortit du salon, monta les escaliers, et du 2e étage, sa voix descendit avec la clarté de quelqu'un qui veut être entendu. « Marie, ramasse tes affaires, et celles de tes enfants. Tu pars aujourd'hui, et si tu ne pars pas, demain mon avocat déposera une plainte pour vol. » Antoine sortit du salon et se dirigea vers la cuisine. Ce qu'il trouva lui serra la poitrine avec la force d'un poing. Marie rangeait des choses. Elle était à genoux sur le sol du vestiaire de service, mettant les vêtements de ses enfants dans le sac en tissu, les mains tremblantes et les larmes coulant sur ses mains, et les mouvements rapides et mécaniques de quelqu'un qui a appris à faire ses bagages en quelques minutes. Parce que, la dernière fois que quelqu'un lui avait dit « Tu pars », elle avait eu 24 heures, et cette fois, elle ne voulait pas attendre une seule seconde. « Je ne veux pas causer plus de problèmes, monsieur », dit Marie sans lever les yeux, la voix brisée et les mains, rangeant un maillot de Thomas qui sentait encore le shampoing du bain d'hier. « Vous avez déjà fait beaucoup plus que quiconque n'a fait pour nous, mais je connais la dame. Elle tiendra parole, elle déposera la plainte, et si on m'accuse de vol, je ne pourrai travailler nulle part. Et mes enfants ? Marie, dit Antoine en s'agenouillant devant elle. Arrêtez, laissez le sac, personne ne va nulle part. Mais la dame a dit. La dame ne décidera plus rien dans cette maison. Marie le regarda du sol, les yeux rouges, et les mains serrant le maillot de Thomas, et l'expression d'une femme qui veut croire, mais qui n'a pas pu croire en quoi que ce soit depuis 3 mois, car chaque fois qu'elle a cru que les choses allaient s'améliorer, elles ont empiré. À la porte de la cuisine, debout contre le cadre, se tenait Léa avec le sac du supermarché à la main, serré contre sa poitrine, regardant sa mère sur le sol, regardant Antoine agenouillé, regardant vers les escaliers d'où était descendue la voix d'Isabelle. Et dans ses yeux de 7 ans qui avaient compté 87 marques sur le mur d'un pont, il y avait quelque chose qui n'était pas de la peur, mais de la décision. La décision de quelqu'un qui a gardé quelque chose pendant 87 nuits et qui sait que le moment est venu de le sortir. Léa serra le sac, regarda sa mère,
regarda Antoine et marcha vers le salon sans que personne ne le lui demande. Léa entra dans le salon, pieds nus sur le sol en marbre, et le sac du supermarché serré contre sa poitrine à 2 mains. Isabelle descendait les escaliers avec une petite valise et le téléphone à l'oreille, parlant à quelqu'un, probablement son avocat, probablement préparant la plainte qu'elle avait promise à Marie, probablement construisant le mensonge qu'elle allait utiliser pour détruire une femme qui n'avait rien fait, sauf travailler et se taire et survivre. Antoine était debout dans le salon. Il vit Léa entrer, vit le sac et comprit ce qui était sur le point de se passer avant que cela n'arrive, car la conversation de 2 heures du matin dans la cuisine lui avait appris quelque chose sur cette fille. Que Léa ne faisait rien sans but, que chaque mouvement était calculé avec la précision de quelqu'un qui avait appris que dans la vie des pauvres, il n'y a pas de marge d'erreur. Isabelle raccrocha le téléphone en arrivant à la dernière marche. Elle regarda Léa, debout dans le salon avec le sac. « Et cet enfant, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Marie, emmène tes enfants d'eux. »« Madame, » dit Léa. Le mot sortit de la bouche de la petite fille, avec une clarté qui arrêta Isabelle au milieu de sa phrase. Ce ne fut pas un cri, ce ne fut pas un défi, ce fut la voix d'une fille de 7 ans qui avait répété ce moment 87 fois dans sa tête. Une fois pour chaque marque sur le mur du pont, une fois pour chaque nuit où elle avait serré le sac contre sa poitrine, se demandant si un jour elle pourrait l'ouvrir devant la bonne personne. Léa marcha jusqu'à la table basse du salon, posa le sac sur la table, l'ouvrit et commença à sortir les reçus. Elle les sortit un par un à 2 mains, avec la même délicatesse avec laquelle on sort les choses importantes. Pas rapidement, pas d'un coup, mais doucement, avec soin, plaçant chaque papier sur la table en verre, avec la solennité de quelqu'un qui dépose des preuves sur le bureau d'un juge. 6 reçus, 6 mois, 6 papiers pliés en 4, qui avaient survécu 3 mois sous un pont, à l'intérieur d'un sac en plastique, dans les mains d'une fille qui les avait protégés, comme d'autres enfants protègent un jouet préféré. « Ma maman ne ment pas », dit Léa d'une voix ferme et les yeux fixés sur Isabelle. « Ma maman n'a jamais menti. Ma maman n'a jamais volé. Voici la preuve. » Isabelle regarda les reçus. Son visage passa par 3 expressions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance et panique. Confusion parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une fille de 7 ans ait des documents. Reconnaissance parce qu'elle vit sa propre écriture sur chaque reçu, le montant, la date, la signature de Marie qu'elle lui faisait elle-même signer chaque mois quand elle lui remettait la moitié de ce qui lui était dû. Et panique, parce qu'elle comprit à cet instant que ce qui était sur la table était la preuve qui ne devrait pas exister, la preuve qu'elle croyait inexistante. Car qui garde des reçus quand on vit sous un pont ? Marie les gardait. Marie gardait chaque papier qu'on lui donnait. Parce qu'une femme qui a grandi sans rien apprend que les papiers sont la seule défense que les pauvres ont contre la parole des riches. Et elle les donnait à Léa, parce que Léa était la personne la plus fiable qu'elle connaissait. Plus fiable que n'importe quel adulte, plus fiable que n'importe quelle banque, plus fiable que n'importe quel tiroir fermé à clé. Parce que Léa avait 7 ans et la férocité d'un animal qui protège ce qu'on lui confie de sa vie. Isabelle tendit la main vers les reçus, un mouvement rapide, instinctif. La main de quelqu'un qui veut faire disparaître les preuves avant qu'il ne soit trop tard. Mais Antoine fut plus rapide. Il posa la main sur les papiers avant qu'Isabelle ne les touche, les ramassa de la table et sortit son téléphone de sa poche. Il photographia chacun d'eux, les 6, un par un, avec la date visible, avec le montant visible, avec l'écriture d'Isabelle visible, avec la signature de Marie visible. 6 photos qui se sauvegardèrent automatiquement dans le cloud et qui ne pouvaient plus être effacées, ni déchirées, ni niées. 1800 €, dit Antoine en rangeant son téléphone et en regardant Isabelle avec un calme plus dévastateur que n'importe quel cri. 3 mois, 600 € que tu lui as pris chaque fois. 1800 € que tu as volé à une femme qui gagne 1200 €, qui a 3 enfants, qui n'a pas de mari, qui n'a pas de famille, qui n'a rien, sauf ce travail. 1800 € que tu as utilisés pour tes dîners à Saint-Germain-des-Prés, et tes sacs et ton salon, pendant qu'elle dormait sous un pont avec un bébé dans une boîte en carton couvert d'un manteau parce qu'elle n'avait pas de couverture. Isabelle ne répondit pas. Elle avait la main toujours tendue vers la table, où il n'y avait plus de reçus, et la bouche entr'ouverte, et les yeux se déplaçant entre Antoine et Léa, et la porte et les escaliers, cherchant une sortie qui n'existait pas, car les sorties se ferment quand la vérité a des preuves. Et quand elle t'a demandé pourquoi, continua Antoine, tu l'as menacée. Tu lui as dit que si elle parlait, tu la virerais et me dirais qu'elle volait. Tu lui as fermé la bouche avec la peur. Tu l'as laissé choisir entre se taire et rester dans la rue,
ou parler et perdre son travail. Et elle s'est tue. Elle s'est tue pendant 3 mois. Elle s'est tue pendant que ses enfants dormaient sur des cartons et mangeaient du pain froid. Elle s'est tue en s'évanouissant de faim dans ma cuisine, en servant le biberon à ma fille. Le salon était silencieux. Le genre de silence qui existe après que la vérité occupe tout l'espace et qu'il ne reste plus de place pour rien d'autre. Léa était toujours debout près de la table, les mains sur les côtés et le regard fixé sur Isabelle, sans haine, sans vengeance, avec l'expression d'une fille qui vient d'accomplir la seule mission qu'elle avait et qui attend maintenant de voir ce qui se passe avec la vérité quand elle a enfin des preuves. Marie apparut à la porte du salon. Elle était debout dans l'encadrement avec Louis dans les bras et Thomas accroché à son pantalon et les yeux rouges et le visage mouillé de larmes, parce qu'elle avait tout entendu de la cuisine, chaque mot de Léa, chaque chiffre d'Antoine, chaque silence d'Isabelle, et ce qu'elle avait sur le visage n'était ni de la honte, ni de la peur, mais quelque chose que Marie ne s'était pas permis de ressentir depuis 3 mois, la sensation que quelqu'un la voyait. Isabelle regarda Marie, elle regarda la femme à qui elle avait volé 1800 €, debout à la porte avec un bébé dans les bras et un enfant accroché à sa jambe, et les vêtements propres qui avaient toujours été propres, et la dignité qui avait toujours été intacte. Et ce qui traversa le visage d'Isabelle ne fut pas du repentir. Ce fut le malaise de quelqu'un qui se voit reflété dans les yeux de la personne à qui elle a fait du mal et qui ne peut soutenir le regard. « Demain, mon avocat vient, » dit Antoine. « Tu vas rendre chaque euro et tu vas signer ce que tu as à signer. Cette nuit, tu pars. » Isabelle monta les escaliers sans répondre, fit 2 valises, appela un taxi et sortit de la villa des Jardins de l'Étoile, à 11 h du matin, un dimanche par la même porte, par laquelle elle était entrée 8 ans plus tôt. Sauf que cette fois, personne ne l'accompagna à la porte, personne ne porta ses valises, et personne ne lui dit au revoir. Les triplets ne comprirent pas pourquoi leur maman était partie avec des valises. Antoine leur dit que maman avait besoin de quelques jours de repos. Sébastien demanda si Marie et les enfants allaient rester. Antoine dit oui, et Sébastien attrapa Thomas par la main et le tira vers le salon et lui dit « Viens, je te montre mes voitures », avec le naturel d'un enfant de 4 ans pour qui les choses sont simples. Les gens qui restent sont les gens qui comptent. Les 6 enfants se rassemblèrent dans le salon cet après-midi-là. Les triplés montrèrent à Thomas les jouets qu'ils avaient, et Thomas les regarda avec la même expression avec laquelle il avait regardé l'eau chaude, l'expression de quelqu'un qui découvre qu'il existe des choses que d'autres enfants tiennent pour acquises. Léa s'assit sur le canapé avec Émilie sur les genoux et lui lut une histoire avec la patience d'une fille qui lisait des histoires à ses frères et sœurs depuis des années et qui ne faisait pas de distinction entre ses propres frères et sœurs et ceux empruntés. Et Louis rampa sur le sol du salon poursuivant une balle que Santiago lui roulait encore et encore. Et chaque fois que Louis l'attrapait, Santiago applaudissait et Louis riait de ce rire de bébé qui remplit les maisons de quelque chose que les meubles et les rideaux et les sols en marbre ne peuvent pas remplir. Antoine les regarda depuis la porte du salon. 6 enfants, 3 qui avaient tout et 3 qui n'avaient rien, jouant ensemble sur le sol comme si la différence n'existait pas, parce que pour les enfants, la différence n'existe pas. La différence est une invention des adultes que les enfants n'ont pas encore appris à voir. Cette nuit-là, quand les 6 dormaient, Antoine descendit à la cuisine. Marie était là, assise sur le même tabouret où Léa s'était assise la nuit précédente, les mains sur le plan de travail et les yeux fixés sur le jardin par la fenêtre et le manteau plié sur ses jambes. Parce que Louis dormait déjà dans un lit et n'avait plus besoin du manteau. Mais Marie l'avait sur ses genoux de toute façon, comme on garde les choses qui ne servent plus à ce qu'elles servaient, mais qui signifient trop pour être lâchées. Antoine s'assit à côté d'elle, ne parla pas. Marie ne parla pas, et le silence qu'ils partagèrent fut le premier silence en 3 ans qui n'était pas rempli de choses que l'un ne savait pas et que l'autre ne pouvait pas dire. C'était un silence propre, le silence de 2 personnes qui sont enfin du même côté de la vérité. 8 mois plus tard, dans une rue tranquille du quartier d'Aubervilliers, le même quartier où Marie vivait, avant qu'Isabelle ne lui coupe le salaire et que son monde ne s'écroule. Il y avait une petite maison avec une porte bleue et une fenêtre donnant sur une cour où il y avait de la place pour un séchoir et un pot de basilic et rien de plus, mais qui, pour Marie et ses enfants, était plus grande que n'importe quelle villa parce qu'elle était à eux. Antoine paya le loyer des 6 premiers mois et la rénovation complète. Peinture, plomberie, une nouvelle cuisinière, un chauffe-eau pour que Thomas n'ait plus jamais à découvrir que l'eau chaude existe. Marie lui dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Antoine lui dit que ce n'était pas un cadeau mais une dette. La dette d'un homme qui avait signé des feuilles de paix pendant 3 ans,
sans vérifier que l'argent arrivait là où il devait arriver. Marie accepta à condition que, lorsqu'elle serait stable, elle paierait le loyer elle-même. Antoine accepta la condition, sachant que Marie la tiendrait, car Marie tenait toujours parole. C'était quelque chose qu'il avait appris trop tard et qu'il n'allait pas oublier. Léa entra à l'école des triplés en CE2 et au 2e mois, elle était la meilleure élève de la classe. L'enseignante dit à Antoine lors de la réunion de parents que Léa avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu en 30 ans d'enseignement. Une discipline qui ne venait pas de la pression, mais de la conviction. La conviction d'une fille qui avait appris sous un pont qu'étudier était la différence entre la boîte en carton et la maison avec une porte bleue. Les vendredis, Léa allait à la villa des Jardins de l'Étoile avec les triplés et les 5 faisaient leurs devoirs ensemble à la table de la salle à manger. Et Léa expliquait les divisions à Santiago avec la patience d'une maîtresse et l'autorité de quelqu'un qui sait que la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Thomas avait une trousse complète de 24 crayons de couleur qu'Antoine lui avait offerte le premier jour d'école. Il les avait organisées par teinte, chaude d'un côté, froide de l'autre, avec la même obsession de l'ordre qu'il avait quand il rangeait ses 3 crayons sans pointe sous le pont. Le vieux cahier était toujours rangé. Marie ne l'avait pas jeté. Elle l'avait mis sur l'étagère du salon à côté d'une photo des 3 enfants, ouvert à la première page, où l'on lisait encore son écriture au feutre bleu. « Et tu dis, mon amour, un jour, nous aurons une vraie maison. » Et en dessous, avec l'écriture de Thomas, qui n'était plus tremblante, mais ferme. Parce qu'un enfant qui écrit tous les jours à un bureau améliore son écriture de la même manière qu'un muscle qui s'exerce se renforce. « Nous avons déjà une vraie maison, maman. » Louis dormait dans un berceau en bois qu'Antoine avait acheté dans un magasin de meubles du boulevard périphérique. Il avait des draps propres, un petit oreiller et un mobile d'étoiles que Thomas lui avait fabriqué avec du carton et de la laine. Mais toutes les nuits, sans exception, Marie lui mettait le manteau dessus, le même vieux manteau usé, qui n'avait plus besoin de couvrir personne, car il y avait maintenant des couvertures et un toit et des murs. Marie le mettait de toute façon. Parfois, elle restait un moment la main sur le manteau, regardant Louis dormir. Et si quelqu'un lui avait demandé pourquoi elle continuait à le mettre, elle aurait dit que c'était par habitude. Mais ce n'était pas une habitude, c'était une mémoire. La mémoire de 87 nuits où ce manteau avait été la seule chose qui séparait son fils du froid, et l'acte de le poser doucement, lentement, à 2 mains, lissant le tissu sur le corps du bébé, était la façon qu'avait Marie de se rappeler d'où il venait pour ne jamais oublier ce que cela avait coûté d'arriver jusqu'ici. Antoine venait toutes les semaines avec les triplés. Les 6 enfants jouaient dans la cour de la Maison Bleue avec la même naturelle qu'ils avaient joué le premier jour dans le salon de la villa, sans distinguer, sans mesurer, sans calculer qui avait le plus et qui avait le moins, parce que les enfants ne naissent pas avec cette calculatrice et ne l'acquièrent que lorsque les adultes la leur installent. Sébastien apprit à Thomas à faire du vélo sur le trottoir du quartier. Émilie et Léa inventèrent une langue secrète que seules elles comprenaient. Santiago faisait des grimaces à Louis jusqu'à ce que le bébé rit de ce rire qui remplissait toute la cour. Et Marie continuait de travailler à la villa, non pas parce qu'elle n'avait pas le choix, mais parce qu'elle le voulait. Elle arrivait à 7 heures, partait à 16 heures. Antoine lui avait ajusté son emploi du temps pour qu'elle puisse aller chercher ses enfants à l'école, et les triplés la recevaient chaque matin avec la même joie que d'habitude, parce que pour eux, Marie n'était pas l'employée, mais la personne qui s'occupait d'eux, qui leur coupait les fruits comme chacun les aimait, qui savait qu'Émilie avait besoin de lait tiède, et que Santiago avait peur des abeilles, et que Sébastien ne mangeait rien de vert, à moins que Marie ne le coupe si petit qu'on ne le voit pas. Marie savait tout de ses enfants. Elle l'a toujours su. La différence était que maintenant quelqu'un d'autre le savait aussi. Au bureau du 2e étage de la villa, dans le tiroir où Antoine rangeait auparavant les factures des supermarchés et les contrats avec les fournisseurs, il y avait maintenant un objet qui n'appartenait à aucune catégorie comptable. C'était une petite boîte en carton, aplatie, avec les coins pliés et une tache d'humidité sur un côté, et le journal froissé, toujours collé au fond. La boîte où Louis avait dormi 87 nuits sous un pont sur un petit canal. Antoine l'avait rapporté du pont le jour où il était retourné chercher les choses qui restaient, l'avait nettoyé, l'avait rangé et avait collé sur le couvercle intérieur une photographie que Marie lui avait envoyée par téléphone un dimanche. Les 6 enfants assis dans la cour de la Maison Bleue, les jambes pendantes de la basse clôture et les bras autour des épaules de ceux qui étaient à côté. Léa à un bout avec son visage sérieux et Louis à l'autre sur les genoux de Sébastien. Et les 4 du milieu souriant du sourire des enfants, qui ne savent pas qu'ils sont photographiés et sourient donc vraiment. Sous la photo, de son écriture,
Antoine avait écrit « Pour ne jamais oublier ce que je n'ai pas vu ».